Bonjour à tous, bonjour à toutes qui s'êtes connectés aujourd'hui à ce nouveau webinaire organisé par le Hibou. En attendant que d'autres personnes se connectent, vous pouvez nous dire de quelle ville, de quel pays vous vous connectez. Aujourd'hui, ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la communauté. Alors, aujourd'hui, du coup, nous recevons Alexandre Gon, qui est fractional, CPO et CTO builder chez, Eliago. Il va nous parler, des agents IA spécialisés dans vos, workflows métiers. N'hésitez pas si vous avez, des questions liées, à la thématique, de nous les poser via le chat, pendant la présentation et vous aurez du coup, ma collègue, Blanche, qui est présente, qui est, chargée, événementielle, chez le Hibou. Elle va, gérer, le petit chat et elle va nous passer du coup vos questions. Bonjour à tous. Heu, auxquelles Alex, répondra, évidemment. Nous avons aussi, du coup, comme d'habitude, un temps consacré, à vos questions à 10 minutes, de la fin de la présentation et après si vous pour tout ce qui est le reste, vous pourriez, contacter directement, Alex, via ses réseaux, via son LinkedIn. Je pense qu'on peut, déjà commencer. Alors pour commencer, je vais, présenter, le hibou en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Si je pouvais, du coup, avancer avec le Hop, slide, voici. Alex. Alors, le Hibou, nous sommes une plateforme, une société de freelancing qui est numéro un dans la tech et l'innovation. Nous avons, plus de 120 freelances, qui sont inscrits, en Europe avec, 20 de croissance, de notre communauté par an. On a aussi, des missions longues, du coup, avec une durée de 9 mois en moyenne, avec, 7 500 missions longues que nous avons comptabilisées en 2025. Nous sommes aussi, présents partout en France, au Benelux, en Allemagne et en Espagne aussi, comme vous le voyez, du coup, sur le petit map. Heu, Nous travaillons également avec plusieurs grands comptes. Si tu veux passer à la slide, suivante. Ces grands comptes nous font, confiance depuis maintenant, 10 ans. Nous travaillons notamment avec des clients du secteur, bancaire, textile, mais aussi, énergétique. Voilà. Du coup, je passe la main à Alex qui va se présenter et commencer avec, sa présentation. Merci Laurie, bonjour à tous. Très content de vous trouver, ou retrouver pour certains. Hem et merci, au Hibou, pour l'invitation à participer. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Là, c'est une première de pouvoir, participer, à ces types de webinaires. On va pouvoir parler donc on a 1 heure pour se parler d'IA et pour aller, au-delà justement des chatbots et parler, du sujet qui me paraît le plus important cette année, l'agentisation, la multi-agentisation justement dans les métiers de manière très opérationnelle pour justement, passer de ChatGPT à quelque chose de beaucoup plus, opérationnel, sur mesure et aussi, vous allez voir, je vais beaucoup vous parler de souveraineté. Donc voilà, on vous a proposé un petit questionnaire. Je vois que ça répond, mais vous êtes beaucoup plus nombreux, donc on a 30, je vois 33 réponses par rapport à plus de 100 personnes. Donc n'hésitez pas à vous positionner, alors soit à titre perso pour vous, alors, chez votre client, dans votre entreprise, ça peut être, c'est très intéressant un petit peu de voir un petit peu où vous en êtes. Oui, où en sont les entreprises de manière générale en France? On a quand même beaucoup je joue surtout avec des chatbots généralistes, donc c'est quand même, ces outils-là qui drive, l'adoption comme on dit. C'est-à-dire que c'est grâce à eux quand même qu'on s'y est tous mis, donc c'est pas non plus hyper étonnant. Bon bah, je vais peut-être avancer et me présenter, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc moi, je m'appelle Alexandre Gon, je suis,
Comme, Laurie, tu l'as dit, hein, j'interviens en tant que CTO, CPO, ou CPTO, en fonction des sujets. Mais avant tout, en fait, je suis devenu, un builder de solutions parce que déjà depuis, 15 ans, et plus maintenant, en tant que, entrepreneur, en tant que consultant, j'ai accompagné, en fait, les transformations des entreprises en les aidant à concevoir des solutions, des systèmes, plus ou moins complexes pour justement les aider dans leur métier. Donc voilà, moi j'ai fait ça, surtout auprès d'entreprises du CAC 40 dans le domaine bancaire notamment et aussi auprès de, beaucoup de, PME, ETI, au fil des années et donc voilà, moi je me je me positionne vraiment entre, des besoins métiers qui sont souvent complexes et les solutions avec des architectures aujourd'hui, des architectures IA, qui répondent justement à ces problématiques-là et il y a 2 sujets. Il y a le sujet de rentabilité, de productivité, mais surtout, à mon sens, le sujet de souveraineté. Donc voilà et je vous en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais je suis aussi, comme je vous disais, je suis un builder, je suis un maker, j'ai aussi 2 produits, 2 applications qui tournent, et Liago et Nemo, je pourrais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça donne pour le questionnaire? Commence à avoir pas mal de participation, Laurie, je pense, non? Ouais. Bon, ça reste quand même beaucoup sur, je joue surtout avec des chatbots généralistes. La tendance, elle s'est pas inversée. Mmh. Il y a quand même encore beaucoup de, on réfléchit, mais rien n'est vraiment lancé. Donc 14 des réponses. Hem, je suis à la fois, étonné, mais en même temps, c'est aussi ce que je vois moi, dans les entreprises. Je pensais que ça allait beaucoup plus vite avec cette fulgurance de l'IA, mais il y a quand même encore beaucoup de cas où on est au statut de la réflexion. Alors, pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui, aller au-delà du chatbot et aller vers des multi-agents? Depuis maintenant quelques années, comme je disais, ça va très vite, mais depuis un peu plus de 3 ans maintenant, on a tous, essayé, on a tous, commencé à utiliser de plus en plus des outils classiques type ChatGPT, Perplexity, Claude et cetera, qui se sont d'ailleurs beaucoup améliorés. Mais ça reste des outils en approche chatbot. C'est d'ailleurs pour ça que c'est simple. Vous pouvez parler et avoir une réponse quasiment tout de suite et puis derrière vous répondez et cetera. Petit à petit, vous construisez, votre livrable, si vous créez un document, vous construisez votre réponse à un email potentiellement, vous faites plein de choses, et c'est là aussi où vous atteignez, des limites. Surtout dans le monde professionnel où là, vous avez vraiment besoin d'industrialiser des process et donc ce qui est bien avec ces outils-là, on l'a évoqué, mais ça atteint ces limites-là, donc c'est très grand public, donc pas pensé avec des métiers, des workflows métiers très précis. Donc typiquement, créer des devis, créer des offres commerciales, passer ensuite par un workflow de validation potentiellement. Là, je donne cet exemple-là, mais c'est valable pour, vos métiers, qui sont en général même plus spécifiques que ça. Et donc dès qu'on atteint des spécificités d'entreprise et de métier, ces outils-là vont connaître, leurs premières limites. Et donc le process, hein, globalement, avec tous les modèles les plus performants qu'on a aujourd'hui, hein, ça reste le même. Vous allez avoir des données, donc je sais pas, j'ai un document PDF, je le charge dans l'interface de chat, je lui colle un prompt, je lui écris un prompt plus ou moins bien rédigé et ensuite je prie pour que, ça marche bien, pour, avoir le résultat que je veux et donc des fois, potentiellement, on est épaté du résultat et des fois, dans un contexte où on est beaucoup plus exigeant, professionnel et cetera, ça ne donne pas les résultats escomptés, on est déçu. Donc typiquement, moi, j'échange beaucoup avec, des professions indépendantes, les libéraux, par exemple, des avocats,
déjà, ils peuvent pas tout faire de par les contraintes de confidentialité, la déontologie, et cetera. Mais pour ceux qui utilisent, dans certains cas, ils sont systématiquement déçus parce que il manque un bout, il y a de l'hallucination, et cetera, et cetera. Voilà. Et donc ces limites, principalement, moi je les résume sur ce que j'ai noté là. 1er, c'est cette dilution du contexte. Le contexte, c'est tout ce que vous donnez en fait en entrée. Je ne sais pas quel est le niveau global des personnes qui sont là, donc sans tout réexpliquer, mais je pense que c'est important de donner les bases. Tout ce que vous donnez en entrée dans un prompt, donc des documents, des éléments aussi, vous copiez-collez, le prompt, et cetera. Tout ça, c'est du contexte. Et ça, plus vous en chargez dans un fil, Perplexity ou ChatGPT ou autre, eh ben, tout ça va se diluer au fur et à mesure et c'est ça qui va créer des oublis, des hallucinations. Donc, quand on parle d'hallucination, là, tout le monde le sait maintenant, mais c'est justement quand l'IA se met à inventer des résultats et donc il vous dit n'importe quoi pour faire simple. Et donc ça, plus vous chargez du contexte, plus vous ouvrez la porte à ce type de problème-là. Voilà. Deuxième élément qui est ce que j'ai commencé tout à l'heure à évoquer, le domaine de la souveraineté et donc de la privacy, donc tout ce qui est maîtrise des données, en fait. Quand vous chattez pour faire votre menu, par exemple, de ce soir chez vous, c'est pas très grave potentiellement. Vous pouvez vous dire, bon, je demande une idée de recette pour chez moi, il y a pas un enjeu très grand. Par contre, quand vous donnez des données financières, des données RH, et ça, moi, je le vois beaucoup dans des PME, des ETI, quand vous confiez, en chargeant justement dans un chat GPT, par exemple, des données financières, des données RH pour les traiter, et cetera, avoir des analyses, et ben, tout ça, que vous vouliez ou non, vous pouvez cocher les cases, et cetera, mais en fait, ça part sur des serveurs où vous contrôlez pas forcément ce qui se passe. Souvent, c'est des serveurs américains, mais pas que. Donc, vous potentiellement, vous prenez un risque, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être à l'avenir, et cetera. Donc voilà, faut faire quand même très attention. Le chatbot a cette limite-là de la boîte noire et de perte de souveraineté. L'autre élément qui est hyper important et qui, à mon avis, cette année va commencer à faire très mal, c'est le sujet que j'ai regroupé sous le terme de frugalité, mais ça comprend en fait 2 gros sujets. Alors, là aussi que j'ai nommé FinOps, GreenOps. FinOps, c'est tout ce qui va concerner les coûts liés à l'usage de vos services IA, pour faire simple. Et GreenOps, c'est tout ce qui va concerner l'impact environnemental lié à votre usage IA/IT. On peut ouvrir, mais là, je vais en rester sur le sujet de l'IA. Et donc, typiquement, quand vous utilisez potentiellement toujours le meilleur modèle mis à disposition par votre chatbot. ChatGPT, vous utilisez le 5.3. La semaine prochaine, il y aura peut-être un autre. Sur Perplexity, vous pouvez choisir vos modèles. Sur Claude, vous avez aussi le meilleur modèle. Si c'est juste pour, j'ai donné l'exemple de lire une image pour en extraire de la donnée et en faire quelque chose. En fait, ce meilleur modèle, il est beaucoup trop cher, il a beaucoup trop de capacité et donc il est beaucoup trop cher et il est même beaucoup trop polluant. Il a un impact beaucoup plus gros sur la planète et il existe des modèles qui sont beaucoup plus frugaux justement, qui vont très bien traiter votre image en l'occurrence et qui vont vous coûter beaucoup moins, si ce n'est même, on pourrait dire rien du tout, dans plein de cas, si on va vraiment sur des modèles qui sont souverains et potentiellement installés chez vous ou sur des solutions proches qui ressemblent à ça. Donc voilà, ça c'est la limite, heu, qui risque de faire très mal cette année. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Parce que, là
toute la politique de pricing est en train d'évoluer chez, les plus grands acteurs et donc, vous pouvez vous retrouver, petit à petit à devoir passer sur, des modèles, d'abonnement qui sont plus chers et donc au début, c'est peut-être, 10 € de plus ou 10 $ de plus. À terme, vous allez, potentiellement et notamment si c'est, pour une entreprise, vous allez commencer à, dépenser beaucoup, beaucoup plus. Voilà un peu le sujet que moi je vois autour du chatbot. Tout ce qui va concerner les outils, on va dire mainstream qu'on utilise dans le grand public, connaissent ces limites-là. Il y a un autre élément aussi, il y a un autre piège, c'est de se lancer dans, des approches no code pour automatiser justement les workflows. Et là vous parlez, hein, enfin vous écoutez quelqu'un qui en a fait beaucoup, hein, par le passé et qui en utilise s'il en faut, mais il y a quand même un piège à se lancer dans du no code bricolé avec, de l'IA en se disant: «Bon, mon chatbot, mon ChatGPT, Claude, et cetera ne me suffisent pas, Copilot par exemple, ça suffit pas, très bien. On va se lancer dans des automatisations avec du n8n, du Zapier, du Make, et on va faire des prompts, au fur et à mesure des étapes du workflow pour aboutir justement à créer nos devis, créer nos offres commerciales, signer nos contrats, et cetera, et cetera. Et sauf que ça induit beaucoup, beaucoup de fragilité dans votre process, parce que justement, c'est là aussi, c'est des outils tiers qui en plus, restent quand même boîte noire en termes de traitement de vos données. Et ensuite, dès qu'il y a des évolutions, par exemple sur une API, je donne le cas, qui est assez simple, mais potentiellement, c'est votre, workflow qui s'effondre, et vous vous retrouvez là aussi, à, rebricoler. Donc quand on est un indépendant, ça peut être très bien et cetera, c'est quelque chose qui est quand même plutôt, plug and play. Quand on est, dans une, DSI ou dans une approche où on fait vraiment de l'ingénierie, ça, ça atteint très vite ses limites. Et ça, j'ai des exemples, hein, parce que, encore une fois, moi, j'ai beaucoup utilisé, surtout du Zapier, moi, j'ai beaucoup utilisé, c'est super et cetera. Quand il y a quand vous faites, je sais pas, des traitements de CV sur du recrutement et cetera, quand vous avez, 10, 20, 30 échecs d'un coup et que vous ne le voyez pas tout de suite, et qu'il faut aller les chercher un par un, ensuite ça vient vous handicaper. J'ai même vu une entreprise qui faisait tous ses contrats, commerciaux, édités, de cette manière-là. À un moment donné, il y a eu un changement qu'ils n'avaient pas vu venir, puisqu'ils n'étaient pas on va dire des techs. Du coup, pendant plusieurs jours, toute leur génération de contrats commerciaux était, en panne et il rentrait plus de deals, ils closaient plus. Voilà. Donc ça, c'est, là aussi, un petit piège, une limitation à aller vers de l'agentisation no code, que je résume en bricolé. L L'approche, moi, que je vois, c'est d'aller justement sur de l'agentisation adaptée à des workflows justement d'entreprise, workflow par workflow, métier par métier, avec, la création de plusieurs petits agents. Et quand je dis plusieurs, c'est, le nombre qu'il faut, pour réaliser votre workflow. Et donc là, ici, l'approche, c'est, un peu comme l'illustration là, c'est de créer un peu comme une usine avec des petits agents IA qui vont faire chacun un bout du travail de manière très fiable et sans erreur, en fait. C'est ça, tout ça qu'on va chercher. Là donc là, je vous ai donné un cas, assez simple, qui n'est pas le cas, standard et cetera, mais qui colle quand même dans plein de cas. Souvent, qu'est-ce que vous devez faire? Tout à l'heure, on parlait de contexte et cetera. Souvent, vous partez d'une donnée qui existe. Vous avez un document, vous avez un tableau Excel, vous avez reçu, un mail, des mails et cetera. Il faut en extraire de la donnée. Donc à partir de là, déjà, si vous avez un agent qui s'occupe de ne faire que ça, mais de le faire bien, donc de savoir extraire de la donnée en fonction de ces différentes sources, par exemple, ça va déjà faire le travail. Donc en fait, vous transformez
de manière plus technique, mais en restant sur des mots simples, vous transformez, des, documents et emails, tableau Excel en données. Donc ça, l'extracteur, il va savoir le faire. Hem, 2e étape, vous allez avoir un agent qui va plutôt s'occuper, lui, de contrôler que tout a bien fonctionné. Donc ça, c'est une deuxième étape. Cette approche de, contrôle, contrôleur, vous pouvez, d'ailleurs le remettre à différentes étapes. Et ensuite, souvent dans le use case habituel, bah, vous produisez quelque chose avec les données que vous avez récupérées, vous avez extraites et cetera, et vous rédigez, une offre commerciale, vous rédigez un rapport. Si vous faites du conseil, par exemple, vous auditez, vous travaillez sur des sujets pour un client. À la fin, vous allez faire un rapport. Donc là, vous avez besoin d'un rédacteur qui va se concentrer sur, la partie génération, et cette partie-là, ensuite, vous pouvez la formater, et cetera, et cetera. Donc voilà, c'est ça, hem, à mon sens, la bonne réponse aujourd'hui, c'est de quitter petit à petit, le côté chatbot quand on est dans un contexte professionnel où on a besoin vraiment de workflow métier qui soit toujours fiable, bien maîtrisé. Il faut pouvoir créer des petites briques, des petits agents qui font chacun leur travail, leur boulot. Et du coup, on maîtrise bien ce qui se passe. Pourquoi on maîtrise bien ce qui se passe? Parce que on va pouvoir tracer chaque étape, chaque élément. Si une des étapes, plante, on va dire, bug, eh ben, en fait, il y a que ça à corriger et puis derrière on peut réexécuter. Donc voilà, c'est ce côté-là, c'est vraiment la bonne approche à mon sens pour pouvoir y arriver, et ça, quand qui dit multi-agent, dit aussi, quand on quitte les no-code, type, Eluten et cetera que je vous évoquais, bah, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir des agents qui sont propres à vous, que vous pouvez maîtriser de manière souveraine. Quand je dis de manière souveraine, d'ailleurs, ça peut être chez vous sur vos serveurs ou, sur un cloud public mais, souverain. Donc il y a plusieurs acteurs, typiquement en France ou en Europe, qui vont pouvoir vous permettre de faire cela. Donc voilà. Si je vous donne un petit exemple, hem, je regarde pas du tout les questions, hein, mais, vu que je suis pas interrompu, je me dis que c'est bon, je continue. Ça a l'air d'être. Donc, pour donner un exemple un peu plus concret, hem, sur la prospection automatisée. Ça, je sais que c'est un sujet qui nous anime, tous, il y a une hype toujours, depuis des années sur la prospection et l'automatisation de la prospection. En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui est agentisé, et en fait, les agents qui vous font, la prospection automatique, bah, en fait, c'est pas simplement, ChatGPT où vous dites, heu «Hello ChatGPT, fais-moi une prospection automatique pour mes activités». Moi qui fais du conseil, je cherche des personas de tel type et cetera. Non, ça marche pas comme ça en fait, c'est pas si simple. ChatGPT, il va vous expliquer la théorie de comment faire ci et cetera. Il va vous faire un peu une étude de marché. Alors que si vous allez vers, une approche multi-agent, là, vous auriez plutôt cette approche-là où, vous voyez, chaque brique, en fait, c'est le workflow, hein, ici, mais chaque brique, dans ce workflow serait un agent, voire peut-être même à l'intérieur plusieurs, mais vous voyez ça comme un agent qui va faire un bout du travail. Donc le premier, il va faire de la recherche, donc il va aller, par exemple, faire, de la recherche approfondie, sur des plateformes, sur des sources, diverses pour trouver vos prospects. Par rapport à ce que vous lui avez demandé. Il va ensuite les qualifier lui-même. Il va vérifier s'ils répondent à des critères. Est-ce que c'est, par exemple, je sais pas moi, le directeur marketing, ou la directrice marketing d'une entreprise qui fait plus de X millions de chiffre d'affaires, plus de X salariés et cetera, ou alors, présent dans tel ou tel pays, voilà. Et ensuite, un autre agent va prendre le relais pour chacun de ses prospects qualifiés. Il va pouvoir rédiger des messages personnalisés, les envoyer et en fait suivre, aussi, les réponses et cetera et cetera. Donc, faire de la relance,
et ensuite, à un moment donné, quand le prospect est, prêt à accueillir, il est bien chaud, vous pouvez transmettre ça à un vrai sales humain qui va, soit, caler un meet ou l'appeler ou alors c'est peut-être même déjà fait pour la prise de réunion. Voilà un peu l'approche qu'on pourrait imaginer avec une approche multi-agent et ça, en termes d'architecture, en fait, je voulais vous donner quelques pistes, telles que moi je les vois et je les conçois, en fait. Parce il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur ce sujet-là. Il y a beaucoup aussi d'acteurs qui arrivent très vite, qui sont arrivés très vite, qui arrivent également. Moi, tel que je le porte, alors, il y a vraiment cet aspect multi-agent, je vais vous en parler un petit peu, et ce côté souverain, que je vais vous détailler aussi. Quand je Alors parle de... Alex, excuse-moi, je Oui, t'interromps juste 2 petites secondes. Il y a Cécile qui a posé une question. Elle a demandé si on a plusieurs agents avec des missions ou des tâches très détaillées, est-ce qu'ils vont pas perdre le contexte global ou perdre en pertinence du coup? ça c'est une super question parce que j'allais y venir d'une certaine manière. Ouais. Euh, En fait, c'est là où il va avoir besoin d'une clé, ça va être l'orchestration. C'est pour ça, ça pouvait pas mieux tomber avec ce que j'allais dire. Hem, le sujet avec le contexte, justement, c'est soit entre guillemets, hein, on balance tout en disant: «Bon, bah, voilà, moi je mets tout ce que j'ai dans le contexte et puis, le modèle se débrouille» et sauf que lui, il va à un moment donné, il va saturer, donc il va trier les infos, il va pas tout prendre. Donc, heu, mon chatbot où, j'ai mis tout le contexte, de toute façon, ne va pas pouvoir traiter et par contre, si j'ai plusieurs petits agents qui chacun font un bout du travail et ben, ce que j'ai pas, encore expliqué là, à ce niveau-là, mais justement, on va pouvoir, pour chacun de ces petits agents, donner le bon contexte. Et justement, éviter de le noyer avec ce qui ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas, hem et faire en sorte qu'il fasse la bonne tâche. Alors après, bien sûr, on peut se demander, est-ce que je le focus trop sur, la tâche et je lui donne pas assez du global et cetera? Ça, c'est un sujet justement hem, je dirais de tuning, de réglage, quand on construit justement notre agent pour lui donner ce qu'il faut en termes de contexte. Mais, et ça, moi, j'ai fait beaucoup d'essais justement là-dessus par rapport à ça. C'est quand même beaucoup mieux de ne pas surnoyer, de ne pas noyer, un agent avec trop de contexte, parce que là, on maîtrise plus trop ce qui se passe en réalité. Quand on donne trop de contexte, il y a un tri qui est fait, en mode, boîte noire. Alors que quand on donne moins, mais de manière hyper, chirurgicale en fait, qui correspond vraiment à votre sujet, là, vous avez des meilleurs résultats. Donc, c'est pour ça, voilà, la question, encore une fois, il y a pas de baguette magique, mais, c'est quand même là-dessus que se situe le point, c'est de bien régler, la contextualisation sur des petits agents, qui, en effet, vont avoir moins de contexte en entrée. Et aussi, l'avantage, c'est que ça va coûter moins cher. Parce que qu'est-ce qui fait que le coût explose aussi? C'est que le fait de gonfler les contextes, alors puis j'allais dire petit à petit, mais d'un coup, on se retrouve avec des très gros contextes et donc des requêtes qui sont aussi très, très chères. Ah bah, du coup, il y a la réponse. J'avais demandé si ça si ça répondait, mais je vois la réponse. OK et donc en effet, ce qui va faire la différence sur la partie, multi-agent, ça va être une bonne orchestration et en effet une maîtrise de cette bonne contextualisation et l'élément clé, c'est d'avoir un routeur, qui va permettre en fait de bien, gérer, vos prompts en fait. Alors quand vous avez, comment dire?
un workflow qui est automatisé avec de l'IA, etc., le routeur, potentiellement, il est déjà structuré avec un workflow très carré. Si vous avez un agent, vous pouvez là aussi quand même donner des instructions sur un métier, mais qui peut prendre plusieurs instructions. Je vais vous montrer un petit peu après tout à l'heure. Vous pouvez lui donner plusieurs ordres. Donc, il y a ce sujet de routeur qui devient hyper important pour comprendre quelle est l'intention du message ou du prompt et ensuite pouvoir séquencer différentes tâches. Potentiellement, si il y a une erreur et le workflow s'arrête, là aussi, il faut pouvoir détecter ce qui s'est passé, analyser. Donc là, on fait intervenir potentiellement un autre agent qui analyse. On recorrige la donnée potentiellement et on reprend le workflow. Du coup, je vois la question là, je vais y venir. Et donc, on fait vraiment des agents qui sont très spécialisés, le plus spécialisés possible. Et chaque agent, chaque mini agent va faire un petit travail. Encore une fois, il y en a un qui va faire que de la recherche typiquement. Mais j'en ai un là qui s'occupe. Quand on lui donne une société dans un CRM, vous lui donnez le site web et lui, il va s'occuper de ne faire qu'une recherche web sur le site web pour détecter, extraire les informations de cette société-là. Voilà. Il se cantonne que à ça. Vous faites un agent, par exemple, qui fait uniquement la rédaction des emails. Vous faites un agent uniquement qui fait, par exemple, s'il y a une interaction avec votre Google Calendar pour envoyer des Google Meet ou je donne un exemple, hein, mais ça peut être pareil pour Outlook, eh ben, il ne fait que ça. Voilà le sujet. Et l'autre élément en termes d'orchestration, c'est de vraiment tracer tout ce qui se passe. Alors ça, techniquement, un utilisateur n'a pas forcément besoin de savoir chaque élément, chaque étape de manière très précise, mais techniquement, c'est bien de pouvoir le suivre pour que justement, si vous faites intervenir un agent qui détecte et corrige, là, il va pouvoir aussi se baser sur toutes ces traces-là. Et donc ça, c'est sur la partie agentisation. Je vais voir si les questions arrivent sur ce sujet-là, comme ça, j'ouvrirai peut-être un petit peu plus. Sur la partie souveraineté, ce qui est important aussi, alors ça, ce que je vous ai dit sur l'aspect agentisation, orchestration, etc., vous pouvez le faire a priori sur tout type d'infrastructure. Moi, ce que je pousse et ce que je défends avec mon expertise aussi, c'est d'aller sur des solutions souveraines. Alors, quand on dit souveraine, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, sur vos propres serveurs ou alors sur des serveurs qui sont à vous chez un hébergeur ou alors chez des hébergeurs qui ont cette garantie-là de conformité par rapport aux réglementations françaises et européennes. Et donc là, quand on descend un cran en termes de précision sur cette souveraineté-là, on arrive sur les modèles utilisés aussi. Et ça, sur les modèles, tout à l'heure, je voulais évoquer un tout petit peu, mais quand vous utilisez les LLM classiques, ChatGPT ou autres, vos données vont chez des acteurs qui sont sur des serveurs ailleurs et dans des modèles aussi qui ne sont pas, qui sont ailleurs également, potentiellement aux États-Unis. Si vous utilisez des modèles souverains, vous allez utiliser là des modèles qui sont là aussi en Europe, slash en France ou encore mieux chez vous. Et donc là, il existe beaucoup de modèles, du moins, moi je trouve qu'il y en a quand même vraiment pas mal, des modèles, des LLM notamment qui sont libres, open source et qui permettent de garantir cette souveraineté. Donc là, j'ai mis les exemples un peu les plus standards et qui correspondent aux cas les plus génériques. Donc chez Mistral, vous avez d'ailleurs, j'ai mis Mistral, mais il y a plein de modèles chez Mistral. Lama, c'est celui de Meta que vous pouvez trouver en open source. GPT OSS 120, c'est un modèle d'OpenAI, mais qui est mis en open source, que vous pouvez trouver aussi
Soit vous pouvez le télécharger et l'utiliser, soit vous pouvez l'utiliser chez un cloud souverain. Il y a plusieurs endroits où, il est mis à disposition. Donc voilà, ça c'est, en termes de souveraineté, il y a les modèles. Hem, Vous allez justement, bon ça je l'ai déjà dit sur la partie architecture, mais vous allez pouvoir soit l'utiliser chez vous on-premise ou alors sur un cloud, souverain. Dans les 2 cas, ça marche et vous allez maîtriser vos données. Donc typiquement, moi j'ai un client qui est très sensible à ce sujet-là, parce que, ils traitent des données de leurs propres clients dans le domaine de la défense, dans le domaine du nucléaire et donc ce sujet-là est revenu vraiment sur, avec tout ce qui se passe notamment je pense, c'est revenu sur le haut de la pile de pouvoir travailler sur des archives souveraines, des modèles IA souverains pour pouvoir, maîtriser justement les données sensibles. Donc voilà. Avant que je passe, à la slide d'après, est-ce qu'il y a des questions que Oui, je il y en avait une, c'était: est-ce qu'il existe des agents open source prédéfinis qui font des tâches très précises ou aujourd'hui chaque entreprise, développe ses agents individuellement? alors des agents open source, hem, il y a des projets, hem, je vais pas donner une liste et cetera. D'ailleurs, il y en a que un qui me vient en tant que tel, heu, par exemple, c'est, un qui fait je dis ça parce que je l'ai utilisé, qui fait de l'enregistrement de réunions, par exemple. Donc ça, typiquement, ça, c'est un agent qui permet, de se connecter comme vous utilisez sans doute par ailleurs. Il s'appelle, Vexa. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Alors ça existe, ça reste encore, des projets justement lancés par, des personnes motivées. Et donc, on est plutôt dans l'autre cas où chaque entreprise, commence à concevoir et développer ses agents, et souvent parce que moi je vois le cas là parce que, je développe à la fois des agents et quand je le propose aux clients, ils ont leurs problématiques propres à eux et leurs contraintes propres à eux aussi sur, je sais pas, des sujets de souveraineté, de maîtrise de la donnée et cetera. Donc souvent, on arrive sur du, homemade sur mesure, en termes de développement d'agents. Par contre, quand je dis ça, je parle vraiment des agents. Sur les modèles, là plutôt, on va plutôt utiliser les modèles open source qui existent et là, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Je pourrais d'ailleurs donner, une liste un peu plus finie. D'ailleurs, à la fin, j'ai une ressource qui permettra de découvrir un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on prend ou? Oui, merci à toi. Il y en a une deuxième qui est arrivée, donc en termes de conformité IA, Act, comment on fait pour l'analyse de risque? Alors, j'essaie de bien comprendre. Si je reformule, heu, c'est si je veux faire mon propre agent souverain, comment je gère l'analyse de risque pour être conforme par rapport à cet IA Act, du coup, c'est ça? Je pense que ça doit être ça, oui. Alors, si c'est ça, en effet, ouais, du coup, bah, c'est hyper alors justement, normalement, il faudrait même le prendre un peu à l'envers, le problème. C'est-à-dire que, si je regarde un petit peu mon SI d'entreprise et potentiellement, ce que je compte faire, en termes d'IA, si je fais une analyse de risque par rapport à l'AI Act, je devrais, trouver les entre guillemets «les failles», les difficultés potentielles, si j'utilise certains acteurs, justement, qui sont, externes, peut-être sur des clouds, non souverains et cetera et cetera. Hem, Là, en l'occurrence, justement, c'est hyper important de se poser la question en amont. Donc du coup, merci Nathalie pour la question, parce que justement, quand on fait cette analyse de risque et on regarde la conformité, par rapport à cet AI Act, bah, en fait, vous allez voir que, en travaillant sur de la conception, orchestrée d'agents libres et souverains, je dirais,
mais propre à votre besoin, bah, vous allez pouvoir être conforme. Voilà. Même si je sais qu'il y a des contraintes sur certains métiers, certaines spécificités, là, il faudrait aller voir, en effet, un peu plus, de manière un peu plus détaillée. Et je pense qu'il faudrait une conférence de plus, il faudrait 1 heure ou 2 de plus pour pouvoir faire ça. Et je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent en plus. Est-ce que Heu, je continue du coup? Bah, je pense que tu peux continuer et on fera les autres à la fin, si on a le temps, je pense, parce que c'est vrai que le sujet attire beaucoup de questions. Ouais, c'est normal. Non, mais en plus, moi, j'aime bien parce que les questions et réponses, ça permet de se nourrir respectivement, de se challenger. Donc, alors, je vais avancer un petit peu. Donc, souvent, moi, ce qui sort quand même quand je parle de ces aspects-là, de ces agents, etc., on me dit, il y a deux choses. C'est pour ça que j'ai cité ça, là, quelqu'un me l'a sorti, mais en disant, bah, c'est joli ta théorie, mais en fait, ça marche pas dans les faits. En fait, si, il y a plusieurs cas où, alors moi, j'ai pu le faire. Tous les jours, je travaille sur des sujets, qui permettent d'amener des réponses concrètes avec des agents sur les métiers de manière très opérationnelle et en plus, je sais que je ne suis pas le seul. Donc, c'est des choses qui vraiment arrivent très vite sur le marché. Il y a 2 cas, un d'ailleurs que je peux vous montrer juste après. Le premier qui est, pour un acteur de la finance qui utilise beaucoup de traitements, via des feuilles Excel, vous savez, des exports de bases de données et ensuite qui sont retraités via Excel et cetera. Bah, en fait, au lieu de se lancer dans la création d'une nouvelle application, d'un nouveau SI et cetera, hyper compliqué pour traiter la donnée, et compagnie, un méga data lake, ci, ça et cetera. Tout ça, c'est très joli, mais ce qu'il fallait, c'est que les utilisateurs qui étaient très métier, hein, et pas du tout tech, par contre qui maîtrisaient très bien Excel, il fallait qu'ils puissent, accélérer dans leur traitement, justement, de ces fichiers-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un add-in Excel, donc un petit module supplémentaire en bon français, qui permet d'avoir un agent IA, un mini agent IA dans Excel pour pouvoir analyser justement les tableaux, et donc potentiellement, alors on pouvait faire plusieurs choses, mais une fois qu'on analyse, potentiellement, il y avait des requêtes complémentaires à faire, pour aller récupérer d'autres éléments dans la base. Donc, voilà, c'est ça que j'ai noté. Mais, déjà, ne serait-ce que d'avoir un agent qui analyse la feuille Excel, détecte, s'il y a des incohérences et cetera, ça, c'est des choses, qu'on peut faire et qui arrivent de plus en plus sur le marché. Il y a aussi sur Excel, là, ça me fait penser, des agents qui vont vous faire toute la partie data vise, en fait. Donc, en fait, il y a toute la partie analyse du tableau Excel et pour transformer ça en graphe, si vous allez, ensuite, mettre ça dans un PowerPoint, par exemple, pour faire votre report de la semaine. Voilà, ça c'est un des éléments. Et le deuxième cas, dans la prospection commerciale, alors tout à l'heure, je vous ai donné le cas, de l'automatisation de la prospection en amont. Moi, ce que j'ai découvert aussi, alors de prospects en clients aussi que j'ai eu plutôt, avec des TPE-PME, le sujet, il est beaucoup sur la réalisation du devis et de l'offre commerciale. Et donc en fait, moi, j'ai créé une Emote. Emote.pro, ça permet justement, d'avoir un agent, qui va faire gagner du temps en fait, entre, j'ai un prospect, je dois lui faire un devis, pour faire simple, et j'envoie le devis. Souvent, il y a un gap, tellement gros que, je perds l'affaire et donc, voilà. Moi, j'ai travaillé sur la création d'un agent qui, en réalité, représente plusieurs agents. Je peux vous montrer ça juste après et donc ça aussi, ça fait partie des cas d'application qui fonctionnent. Est-ce que j'enchaîne sur la démo très rapidement? Je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps en plus, mais je vais quand même montrer peut-être.
Allons-y. Hop, ça a déjà coupé. Donc, comme je vous le disais, je vais juste sortir de là. Hop, c'est bon. J'espère que vous voyez l'écran. Ouais, parfait. Donc ça, c'est les mots de Point Pro. C'est vraiment venu, moi, des échanges et prospections que j'ai eues avec des TPE, surtout des artisans notamment, qui font beaucoup de visites de pré-chantier, en fait, parce ils sont contactés, etc., par différentes sources. Et derrière, ils n'arrivent pas à traiter les devis ou alors ils passent leur dimanche ou leur soirée à faire les devis. Donc, ça fait pas une qualité de vie idéale et ils sont hyper frustrés. Et donc, l'idée, ça a été de leur créer un outil qui va permettre, en très peu de clics et surtout avec des instructions audio, de leur créer un devis sur mesure à leur image et aussi qui correspond aux besoins du prospect, du chantier. Et donc, vous voyez, en fait, je ne vais pas vous montrer dans le détail, etc., mais tel qu'est conçue cette application, en fait, il y a plusieurs petits agents pour le métier commercial d'une TPE-PME et notamment, il y a cet agent Sales Superpowers dans lequel vous allez être aidé par justement l'agent Nemrod qui va vous aider à closer des deals. Donc, pour dire ça de manière plus simple, c'est faire des devis et faire en sorte que les devis soient acceptés et signés par les prospects pour ensuite démarrer la mission. Donc, ici, je vais faire très très court, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez un petit agent à droite qui est un chat avec une approche chat. Alors ça, on pourrait se dire, mais c'est un chatbot, sauf que et surtout pour des artisans, avec la commande vocale, vous pouvez lui demander d'ajouter un nouveau prospect et vous dicter le nom, le prénom, l'entreprise, le numéro de téléphone, etc. Et lui, il va automatiquement créer ça dans votre CRM. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai fait les petits essais. Et ensuite, vous créez un deal, donc potentiellement une transaction auprès duquel vous allez faire un devis. Donc là, vu qu'on est très short en termes de temps, je vais réouvrir ce que j'avais préparé et pas relancer des, des traitements. Mais dans l'esprit, en fait, vous êtes un artisan, vous chargez les documents qui concernent vos fournisseurs, vos tarifs d'achat, vos politiques de prix, votre présentation si vous en avez une. Et tout ça, ça va permettre de faire du contexte pour les agents qui sont dans l'application. Quand vous arrivez sur une transaction, vous pouvez charger les documents si vous avez des plans, un besoin client qui est formalisé en mail, d'autres éléments, tout ce qui peut concerner justement ce projet-là. Et ensuite, vous pouvez dicter vos instructions pour ce devis-là. Donc ici, j'avais donné tout à l'heure les instructions à réaliser. Et ensuite, vous passez à l'étape de l'offre. Hop, celui-ci, c'est l'autre. Voilà. Donc ici, tout se pré-remplit. L'idée, c'est vraiment que ce soit fait de manière la plus rapide possible. Hop. Il me semblait l'avoir généré. Bon, si ça va vite, je vous... Mais en fait, dans l'esprit, très rapidement, pour un artisan, on va pouvoir générer un devis. Hop, il est même allé trop loin. Voilà, alors d'ailleurs, il m'a fait même un warning parce que, alors justement, deux choses intéressantes. On peut générer un devis soit au format tableau, un devis, on va dire, classique d'artisan, et on peut aussi générer une offre commerciale qui est plus complète avec beaucoup plus de textes, d'explications et beaucoup plus de prise en compte du contexte, etc. Et là, en l'occurrence, il m'a fait une alerte. Tout ce que vous voyez en orange, là, ici, en fait, tout ça, c'est pour dire qu'il n'a pas assez de contexte pour générer l'offre commerciale.
mais il m'a généré par contre un devis qui est très précis sur l'installation à faire en l'occurrence là. Donc par rapport aux besoins, et cetera. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez cliquer, générer un PDF. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà, bon, c'est juste pour que vous voyez un petit peu, mais c'est à l'image de l'entreprise qui envoie. C'est personnalisé par rapport au prospect et donc entre guillemets, à partir de là, il n'y a plus qu'à. Contrairement à un ChatGPT où il faut faire un copier-coller à gauche, à droite, il faut le mettre dans votre template, et cetera, et cetera. Et donc ici, vous venez, il vous prépare d'ailleurs un email et ensuite vous n'avez plus qu'à envoyer sur envoyer et c'est parti. Voilà un petit peu l'approche. Alors ça, ah tiens, ah, il l'a pas généré. D'ailleurs, il l'a fait. Et l'approche, du coup, que moi j'ai développée avec Nemrut sur un cas d'usage très spécifique de faire des devis et des offres commerciales, elle est sur cette partie-là. Voilà, cette fois-ci, là, il me l'a sorti. Et en fait, il y a d'autres agents sur lesquels je travaille aussi. Alors là, qui sont pas trop sur des use cases artisans, mais qui sont plus sur de l'analyse de réunion et de la business intelligence sur la partie sur des clients récurrents potentiellement. Voilà. Et à chaque fois, en fait, c'est un agent qui est très spécifiquement contextualisé, entraîné et aussi même qui a des tâches très spécifiques dans un workflow très spécifique. Voilà un petit peu l'approche. Dans le peu de temps, je vois que le temps tourne. Et d'ailleurs, si vous voulez, à un moment donné, en voir un petit peu plus, ce sera avec grand plaisir. Je vais juste re-switcher sur hop. Et peut-être pour conclure, du coup, et revenir aux questions-réponses. Moi, j'ai le temps, hein, après, j'ai pas de contraintes, donc je peux rester un petit peu plus. Mais voilà, hein, ce que j'ai voulu vous montrer là, en fait, c'est que un chatbot juste, ça a du mal à, ça connaît des limites. N8N, je vois qu'il y a beaucoup d'N8N, et cetera. Faut que je regarde les questions, mais N8N, Zapier, et cetera, c'est très bien. Sauf que là aussi, vous allez atteindre des limites et vous allez aussi perdre de la souveraineté. Si vous travaillez sur plusieurs agents faits sur mesure, déployés de manière souveraine, alors chez vous ou sur des serveurs souverains, vous allez pouvoir agentiser vos métiers. Voilà. Comment faire à partir de là? Ça rejoint un petit peu la question qu'il y avait tout à l'heure sur l'analyse de risque. En fait, hein, quelque part, on n'est pas si éloigné. Pour pouvoir démarrer chez vous, votre entreprise, peu importe la taille au final, hein, moi je me rends compte que l'effort n'est pas le même, mais le process est le même. Premier élément, c'est auditer vos processus, votre métier. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les tâches? Surtout, quelles sont les tâches qui sont répétitives? Celles où il y a beaucoup de volume, celles qui sont aussi rébarbatives. Moi, souvent, j'aime bien amener là-dessus, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont peut-être pas hyper prenantes, mais ça vient casser le flow d'un utilisateur, d'un agent, d'un collaborateur. Ça, c'est important. Donc, ça peut être des réponses à des mails, réponses à des appels d'offres, traiter des factures qui arrivent, et cetera, et cetera. Dans du recrutement, traiter des CV. Donc ça, c'est vraiment des sujets où il faut aller voir et identifier là où il y a des gains potentiels. Et c'est pas qu'une histoire de justement, pourquoi j'ai mis pas vos prompts là ici, c'est pas qu'une histoire de se dire: «Bah, je vais faire du prompt engineering, ça va être mieux, je vais avoir des meilleurs prompts, donc des meilleurs résultats avec ChatGPT et cetera». Ça va pas suffire, quand vous allez faire de l'industrialisation. Ensuite, bon, vous l'avez compris, hein, moi je défends une approche qui est sensiblement différente même. C'est d'aller sur du sur-mesure qui va être industriel et adapté à votre métier. Alors faut pas croire que j'ai vraiment une dent contre N8N. D'ailleurs, c'est vrai que souvent
je l'ai un peu dit et écrit comme ça, mais il y a plein de cas où c'est très bien, ça peut marcher. Et souvent, c'est une première step. Euh, Moi, je dis ça surtout, je pense, si vous êtes une entreprise qui est structurée, vous avez une DSI ou une équipe tech qui ressemble, je pense que ça vaut le coup d'aller au-delà. Voilà. Et troisième élément, faites l'effort, je pense. 2026, c'est la bonne année de faire l'effort sur le sujet de souveraineté. Souveraineté, ça ne veut pas dire forcément on-premise chez moi, etc. Vous avez du cloud qui peut être souverain et vous pouvez faire ces choix-là sans être justement pieds et mains liés à un éditeur justement qui a plus tendance à vous verrouiller. Donc, voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je vous ai prévu deux ressources là-dessus. Alors, il y en a un, c'est un e-book qui justement donne un petit peu qui décrit ces approches-là pour créer des systèmes multi-agents, qui utilise beaucoup MCP Server à toi, donc c'est agent to agent. J'en ai pas du tout parlé pour pas aller trop dans le technique, mais ça, c'est des sujets qui sont intéressants à creuser. Et en parlant d'hébergeurs souverains, chez OVH Cloud, il y a quelque chose qui est très simple pour démarrer, je trouve, c'est les AI endpoints. Donc, en fait, c'est OVH qui expose des modèles IA utilisables plutôt facilement. Enfin, moi, j'ai envie de dire très facilement, mais c'est utilisable facilement, qui vous permettent déjà de créer et tester vos use cases. Donc, c'est plutôt pas mal là-dessus. C'est une bonne ressource, je trouve, même si c'est pas le seul, hein, il y a Scaleway, etc., etc. Et autre élément, bon, sur le sujet de la souveraineté, moi, je suis vraiment en recherche d'entreprises qui sont prêtes à se challenger, ne serait-ce que sur la réflexion. Donc, au plaisir d'échanger si jamais le cœur vous en dit à un moment donné. Ah, je vois je vais retrouver le lien, bougez pas. Et du coup, je suis ouvert à vos questions. Alors, on en a eu pas mal depuis un petit moment. Donc je reviens sur celles qui ont été posées, un peu plus tôt. On avait Rémi qui nous a dit: «Vous avez précisé tout à l'heure que N8N, Zapier ne font que des automatisations probabilistes», si ma compréhension est bonne. De ce que j'ai pu voir, N8N propose maintenant une architecture argentique avec la possibilité de lancer des agents dans un modèle qui peut être probabiliste et déterministe selon la conception de l'orchestration. Voilà, ton avis dessus? Alors attends, je vais essayer de relire la question quand même pour pas dire de bêtises. C'était Rémi. Ça y est, je l'ai trouvé. Voilà. Alors, je me suis pas trop étendu dessus. En effet, de toute façon, tous ces éditeurs, ils ont bien travaillé le sujet aussi, hein. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui faire un flux avec N8N, par exemple. Et je crois qu'il y avait même un sujet sur la souveraineté tout à l'heure, je crois, lié à ça. Mais ouais. En fait, c'est vrai qu'N8N est open source. Vous pouvez avoir une version où vous pouvez installer vous-même, etc. Vous pouvez implémenter des étapes où vous appelez justement des agents, mais ça reste des endpoints que vous appelez, donc, je sais pas moi, l'API OpenAI pour faire simple, et vous lui préchargez un prompt. Vous essayez sur l'aspect, en fait, sur l'aspect probabiliste, déterministe, on est sur, dans tous les cas, à partir du moment où vous utilisez un agent et comment dire? Vous faites une requête API à un agent, un modèle IA, de toute façon, vous êtes sur la même approche quoi qu'il arrive. Par contre, tout l'aspect intelligence que vous pouvez amener avec du contrôle, du routing, du rerouting, etc. Moi, je trouve que quand même à ce niveau-là, on commence à être juste sur ce qu'on peut faire avec N8N. Encore une fois, je veux pas critiquer pour critiquer, sachant que ça évolue aussi chez eux. Donc voilà.
Mais je sais qu'ils ont une approche, mais pour moi, l'approche agentique qu'ils ont développée, ça reste quand même des steps où vous allez appeler des endpoints IA que vous pouvez choisir. J'espère que je Merci réponds pour du ta coup à la réponse. question. Merci pour ta réponse. On a eu aussi une autre personne qui nous a demandé, enfin qui t'a demandé, dans une architecture multi-agents, jusqu'où peut-on aller dans la décentralisation des agents sans compromettre la souveraineté des données, résidence, contrôle juridique, journalisation, et où place-t-on le point central de gouvernance? Oui, ça c'est vrai. J'ai pas trop porté là-dessus, mais quand même, un des premiers éléments, en effet, c'est d'avoir défini une gouvernance. Euh, qui fait quoi en fait? Qui maîtrise quoi en termes de données et du coup, qui maîtrise quoi? L'avenir, on va être plutôt en train de se poser la question de quel agent maîtrise quoi en fait? Qui est aussi le owner de tel ou tel agent dans notre entreprise? Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une des premières questions à se poser. Hem, le sujet de décentralisation, on peut le voir de différentes manières. C'est est-ce que j'ai des agents, parce qu'il y a tout un sujet d'autonomie, et j'en ai pas trop parlé, aujourd'hui. Ça, je trouve que le curseur, il dépend beaucoup de ce qu'on est prêt à accepter à un instant T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ne pas du tout accepter, des agents, autonomes. Donc en gros, c'est, une action, une réponse et puis derrière, il y a un humain, en gros, hein, pour vérifier. Ou alors vous avez d'autres approches où vous dites: «Bon, bah, moi, de toute façon, je m'en fiche, c'est hyper fiable, j'enchaîne mes agents, tac, tac, tac et à la fin, il y a un résultat et de toute façon, ça va être bon et je vérifierai une fois». Ça, quelque part, c'est à vous de définir votre politique, votre policy. Par contre, qui dit décentralisation, je vois aussi un deuxième volet, c'est si jamais, je fais une décentralisation au point où je sors de mon SI potentiellement, donc j'ai des agents IA qui vont aller, récupérer de la donnée, voire alimenter de la donnée qui sont sur d'autres SI, cloud, chez moi ou peut-être même des acteurs tiers. Là, se pose une question en effet de, est-ce que j'ai le contrôle ou du moins, le sujet pour moi, c'est surtout d'être conscient de ce qui se passe en fait avant de bien définir. Mais encore une fois, moi quand je parle d'agents IA là aujourd'hui, je vous emmène pas sur des systèmes full autonomes qui vont se mettre, du jour au lendemain à envoyer, envoyer des masses de données, sur un acteur chez un acteur tiers ou alors, je sais pas, effacer, des données. Parce que je dis ça parce que ça, c'est des choses qu'on a eues, hein, qui arrivent, hein. Hem et ça, typiquement, avec les MCP serveurs, on peut faire à la fois des miracles et à la fois, faire aussi cette typologie d'erreur. Donc je pense que le plus important, en effet, c'est de bien réfléchir et d'y aller pas à pas. Moi, mon approche, elle est plutôt d'ouvrir petit à petit, plutôt que de lancer un système où, tout a l'air, décentralisé, open et autonome, où là, justement, on peut en payer le prix. Je dis ça parce que je l'ai fait d'ailleurs, j'ai essayé comme ça, à un moment donné, une approche de ce type-là et ça a vite dérapé. Encore une fois, sur des périmètres de tests et cetera, mais ça a vite dérapé. Donc je suis plutôt revenu dans une approche fermée du jeu où je donne l'autonomie, pas à pas. Merci à toi. On a encore une autre question, ce sera peut-être la dernière en fonction de ce que tu en penses, Laurie, qu'on va prendre. Quelles sont les solutions existantes pour faire du multi-agent et que propose-t-elle? Est-ce qu'il existe, par exemple, un éditeur proposant une plateforme permettant de réaliser, de l'orchestration avec la possibilité d'y développer en interne des agents? J'ai loupé le début de ta question qui était du coup, j'arrivais pas à me raccrocher, excuse-moi. Alors, tu veux que je la répète? C'est Cécile qui nous l'a posée. C'est quelles sont les solutions existantes pour faire du multi-agent et que propose-t-elle? Allez, Surtout. OK. Hem, alors, il y a, quand on parle d'orchestration multi-agent dans le mode, dans le monde open source, on va dire, vous allez très vite venir à ça aussi j'en ai pas parlé,
plus ou moins volontairement. Je voulais éviter de rentrer trop dans le détail. Vous allez parler de LangChain, LangGraph, qui sont, encore une fois, c'est qu'il y ait pas d'incompréhension, hein. C'est pas des outils qui sont plug and play où vous cliquez et vous dites: «Tiens, je vais créer un agent comme ci ou comme ça». C'est plutôt dans une approche où vous allez programmer, coder, je sais pas forcément comment le dire autrement. Mais ça va vous permettre d'orchestrer en effet des agents, multi-agents. Il y a un autre, outil aussi qui s'appelle, Crew AI, donc Crew, comme, équipier, heu, qui, heu, qui serait des réponses par rapport à ta question, Cécile. Et là, justement, vous pouvez, à partir de là, bah, créer vos agents, orchestrer vos agents, ça c'est un bout de la réponse par rapport à ça. D'accord, merci à toi. Je pense que je vais laisser la main à Laurie, du coup. Ton micro est resté, off, je crois. On n'entend pas? Attends. Et C'est là, bon, c'est bon? c'est bon. Ok, super. Alors, je vous remercie tout le monde pour votre participation. Merci Alex. C'était un sujet assez très intéressant. Le replay vous sera renvoyé normalement par mail juste après. Il sera également disponible sur notre page YouTube. Merci également à toi Blanche d'avoir du coup échangé avec nos intervenants pour les questions. Et nous retrouvons normalement Alex pour un deuxième webinaire qui sera le 14 avril, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire, le hibou. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez d'autres questions à ce sujet, normalement, vous pouvez contacter directement Alex via son LinkedIn. Avec plaisir pour, poursuivre les débats, les questionnements. Il y a plein de questions que j'ai dû louper, donc avec grand plaisir. Oui, Et merci à vous 2. Merci le hibou. Merci à vous tous. pas de souci, avec plaisir. Bon, je vous souhaite une excellente après-midi et au revoir. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.